Bonjour, mon nom est Robert Siby, je suis très content, très honoré d'être ici avec Annie Lacroix-Ry, une historienne qui sait beaucoup de choses, qui a publié beaucoup de livres. On aura une liste des livres en bas dans la description de cette émission, et qui fait en fait une recherche dont je suis persuadé qu'elle est d'une importance considérable pour la vie d'aujourd'hui. Et c'est pour cela que je crois qu'on a bien de choses à aborder. Surtout, évidemment, vous avez beaucoup travaillé sur le rapport entre l'Europe et les États-Unis, qui est compliqué dans la mesure où c'est ce qu'on dit n'est pas tout ce qu'on est, c'est ce qu'on voit quand on voit dans les documents. Et peut-être que je veux commencer par vous demander quelle a été la plus grande surprise durant vos recherches sur cette thématique transatlantique? Alors, je dois dire que je suis allée de surprise en surprise. C'est-à-dire que j'avais déposé, il y a très longtemps, un sujet de thèse d'État avec un professeur pour lequel j'avais une immense estime, qui est Pierre Villard, un très 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 grand historien, un historien marxiste qui fait autorité, qui est spécialiste de l'Espagne, qui fait autorité encore aujourd'hui en Amérique latine, beaucoup moins, je dirais, dans les pays occidentaux où sa méthode d'histoire totale a moins séduit. Et je devais travailler à l'origine, et j'ai travaillé sur le syndicalisme cégétiste face à la reconstruction de la France, donc après la libération de la France, après l'été 1944. Et puis, je me suis tout de suite aperçu que je ne pouvais pas traiter cette question intérieure sans faire appel aux liens extérieurs de la France, et en particulier aux relations avec les États-Unis. Alors bon, cette recherche a pris une dizaine d'années. J'ai soutenu assez vite d'ailleurs, mais entre-temps, mon professeur partant pour la retraite, et la tradition des thèses d'État étant des thèses quasiment interminables, il m'avait vivement conseillé de changer de directeur de thèse parce qu'il pensait évidemment quand je finirais ma thèse, voilà, ce serait trop tard pour qu'il puisse seulement jeter un regard dessus. Et puis je change de professeur, et mon professeur, qui était un ancien marxiste éminent d'ailleurs, un honnête homme, parce que nous avions cessé d'être en accord, voulait, était parti finalement d'une approche assez enfin de ce qu'on pourrait appeler l'approche occidentale, c'est-à-dire qui s'est développée chez nous depuis l'après-guerre, c'est-à-dire que la reconstruction s'était faite grâce aux États-Unis, dans une situation d'aide. Et puis évidemment, moi, quand j'ai commencé avec ce professeur, j'avais déjà fait 6 ans de recherche, et il voulait me faire démontrer, vous savez, quelquefois les professeurs prétendent dicter à leurs étudiants une problématique, il voulait me faire démontrer que un petit peu de dépendance avait été la condition de l'indépendance de la France. Et j'avais dit à Jean Bouvier, puisque c'était Jean Bouvier, spécialiste d'histoire économique et notamment de l'histoire du Crédit Lyonnais, une des grandes banques françaises, j'avais dit à mon directeur de thèse, écoutez, je suis très embarrassé parce que ça fait 6 ans que je travaille, ça n'est pas du tout la problématique qui se dégage. La France n'est pas partie pour conquérir son indépendance, elle entre dans un processus de dépendance très durable. Alors ça a duré jusqu'aux années 1980. Et puis, il faut dire que ça m'a mise tout de suite dans une situation de décalage par rapport à ce qu'on pourrait appeler, à ce que j'appelle l'historiographie dominante. On était au début des années 1980, la France était devenue un pays très atlantique, pour des raisons évidemment que je m'explique mieux
qu'il y a 40 ans, parce que j'ai ensuite fait beaucoup de recherches complémentaires. Et par conséquent, bien entendu, moi je me suis trouvé en porte-à-faux à l'égard de mon directeur de thèse, qui était tout de même un honnête homme et qui a accepté que je soutienne ma thèse de dépendance à l'égard des États-Unis, alors même qu'il était en désaccord. Ce serait impossible aujourd'hui. Hein. Dans la configuration universitaire d'aujourd'hui, ce serait absolument impossible. C'est-à-dire qu'on est d'accord avec son directeur de thèse, on est prêt à démontrer la problématique de son directeur de thèse, ou on change de sujet, ou on renonce à la recherche. C'est ce qui est, alors, je dirais, à l'image de ce qu'est le monde universitaire occidental aujourd'hui. Ça me surprend parce que la science, ça doit être les débats, moi, ce que j'en ai pensé. Comment est-ce que vous pouvez dire cela aussi sûrement? Alors, j'ai soutenu en 1981, on était dans une conjoncture qui basculait, je dirais, vers ce que j'appelle l'historiographie occidentale. En fait, l'historiographie américano-européenne, c'est-à-dire cette espèce d'image d'une harmonie occidentale, d'une confusion même totale des intérêts. Et puis évidemment, moi, j'avais été formé, j'ai fait mes études dans la deuxième moitié des années 1960, j'ai passé le concours d'agrégation en 1970. J'ai été, je dirais, j'ai eu la chance de faire mes études dans une période qui était encore marquée par les avancées conceptuelles ou la liberté qui avait été gagnée par les universitaires à la faveur de l'après-Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire que le mouvement démocratique, disons même le marxisme, avait eu droit de citer, qu'on avait pris l'habitude d'une certaine liberté de ton et d'une capacité critique, de débat précisément. Dans les années 60-70, il y a eu en France beaucoup d'historiens de l'impérialisme, au sens strict du terme d'avant 1914, qui a adopté Lénine, mais sur lequel étaient à peu près d'accord, je dirais, tous les économistes, hein, c'est-à-dire cette phase impérialiste, avec ses caractéristiques propres, avec sa conquête coloniale. Donc on avait, à l'époque, on avait une historiographie qui comptait d'ailleurs beaucoup dans l'historiographie mondiale. Et on avait des professeurs qui nous disaient, moi je bénis mes professeurs depuis le secondaire, parce que j'ai eu la chance de rencontrer, surtout à la fin du cycle du lycée, à la fin du gymnasium, un professeur d'histoire exceptionnel, hein, qui d'ailleurs m'a rendue historienne. Et donc l'idée c'était que on accumulait le plus possible de connaissances factuelles, d'érudition, et que, à la fois, on faisait de l'histoire avec du matériau brut, avec les archives qui, quand on abordait des sujets généraux, ce qu'on appellera la grande histoire, étaient évidemment des matériaux étatiques, des matériaux économiques, etc. On accumulait tout ça, évidemment. Ces matériaux n'étaient pas destinés à la publication. Donc le premier choc que vous rencontrez quand vous faites de l'histoire comme ça, c'est évidemment non seulement la discordance, mais la contradiction qui existe entre ce que vous lisez tous les jours dans la presse, dans la grande presse, ce qui se confond de fait avec de la propagande, et puis la réalité des faits, qui n'a strictement rien à voir avec ce que vous lisez tous les jours. Et ce que nos professeurs nous expliquaient, c'est que, voilà, vous devez être un chercheur modeste, c'est-à-dire vous appuyer sur ce que les autres ont dit, sur ce que ceux qui respectent la méthodologie ont écrit, mais que, bien entendu, vous allez apporter quelque chose de nouveau, précisément parce que vous accédez à des nouvelles sources ou que vous lisez les sources, davantage de sources, avec plus d'attention, et que vous allez discuter
ce qui a déjà été mis en place. C'est-à-dire que vous allez à la fois admirer et critiquer. Donc moi, j'ai été vraiment formée par des professeurs qui m'ont expliqué que l'histoire, c'était l'érudition et le débat. Et j'ai vécu dans une période, comme tout le monde, hein, puisque ma carrière s'est développée, je dirais, dans les 40 dernières années, j'ai vécu une période où le débat a complètement disparu dans l'université française. Alors déjà... À partir de quel moment, juste à peu près? Je dirais moins visiblement dans les années 80. Moi, j'ai soutenu en 1981 et je dois dire que j'ai bénéficié d'une certaine liberté éditoriale via les grandes revues universitaires jusqu'au début des années 90 même. Je donne un exemple qui était déjà un exemple tabou, mais dès ma thèse, je m'étais... Vous savez, moi, je suis une historienne française qui, évidemment, comme n'importe quel historien national, est très marquée par l'accessibilité aux sources. C'est-à-dire que j'ai d'abord travaillé sur les années 40, parce que les sources s'ouvraient. Bon, et puis qu'en plus j'étais une universitaire d'un pédigré qui donnait confiance, j'avais compris que mon sujet était un peu difficile, puisque je travaillais sur le syndicalisme. Quand j'allais demander des ouvertures de fonds d'archives, j'expliquais simplement que je travaillais sur la reconstruction de la France. Et comme j'avais un cursus qui donnait grande confiance, on m'a ouvert beaucoup de sources. Notamment, on m'a ouvert des sources au ministère des Affaires étrangères en me disant la chose suivante. « Ah, nous sommes contents de voir des jeunes historiens qui s'intéressent aux États-Unis, au rapport avec les États-Unis, et jusqu'ici, nous n'avions ouvert nos archives qu'aux Américains. » Donc j'étais la première historienne française qui travaillait sur les relations avec les Américains. Ça en dit beaucoup, ça. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire à partir de 1944. À l'époque, les sources de la Deuxième Guerre mondiale n'étaient pas ouvertes en France, elles étaient même totalement fermées. Elles étaient tellement totalement fermées que le livre connu, je dirais le plus célèbre en France, sur l'histoire de Vichy, est l'ouvrage d'un Américain, d'un historien américain connu, qui s'appelle Robert Paxton, qui avait fait une thèse sur Vichy, et qui a publié d'ailleurs cette thèse en français, ou un morceau de sa thèse en français qu'il a appelé « La France de Vichy », sans pouvoir bénéficier d'une seule source française. Comment a-t-il travaillé? De manière, je dirais, avec un travail très important, mais un travail politique surtout, pas de recherche économique. Parce qu'il a utilisé les fonds que les Américains, dans leur marche à travers l'Allemagne occidentale, avaient collectés, avaient rapatriés, avaient pris et avaient emportés à Washington, c'est-à-dire les archives allemandes collectées par Washington. On avait donc avec Paxton la vision allemande passionnante de l'occupation de la France. Une vision politique qui a eu une grande importance puisque je dirais qu'il a fait tomber ce qu'on a appelé la thèse du bouclier. Chez nous, il était déjà très à la mode d'expliquer que Pétain était finalement un brave homme qui avait été un bouclier, qui avait protégé les Français, tandis que De Gaulle, à Londres, était le glaive qui proposait le combat. Bon, il a démontré que cette thèse n'avait strictement aucune substance. Bon. Et tout ça avec des archives fermées. Donc moi, je termine ma thèse en 81. Et puis, je me dis, j'ai vu l'avant-guerre, mais ce serait bien que je voie la guerre. Mais, ma foi, il n'y a pas grand-chose. Et puis, comme je dirais, j'ai déjà pas mal d'ennuis, mais enfin quand même, j'ai encore des possibilités. On me propose un colloque à la faveur duquel, au début des années 83, on nous ouvre des archives de la guerre. On nous les ouvre. On n'avait jamais ouvert ces archives.
Et moi, je découvre ce qui a fait un gros pan de ma recherche, c'est-à-dire la collaboration économique. Moi, je découvre comment le capital financier, les banques, les grandes industries ont traité avec les Allemands de 1940 à 1944, parce que je tombe sur un énorme fonds bancaire. J'avais déjà vu beaucoup de choses, mais je dois dire que vous m'évoquiez la surprise. Cette deuxième expérience de la guerre a été une expérience tout de même surprenante. C'est-à-dire que je m'aperçois que non seulement le capital financier n'a pas du tout résisté à l'occupation de la France et au pillage national, tout en n'étant lui-même pas du tout pillé, mais qu'il a eu une capacité de décision énorme, et je découvre avec les fonds de la guerre que non seulement il a une autonomie énorme, que ce n'est jamais Vichy qui le force à traiter avec les Allemands. Je découvre que Vichy, qui est une espèce de tigre assoiffé de sang à l'égard de son peuple, est une espèce de chiffre-molle à l'égard du capital financier. Le capital financier décide et Vichy exécute. Ce n'est jamais Vichy, même à l'époque de Laval, qui décide quoi que ce soit. Ce sont eux qui décident. Et je découvre aussi, dans cette période des années 40, que ces gens connaissent les Allemands depuis longtemps et que ça n'est pas une collaboration qui s'installe, c'est une collaboration qui se poursuit. Et ça donne, pour répondre à votre question sur le débat, ça donne un très gros article, et tellement gros d'ailleurs qu'il paraît en 2 publications, dans une revue qui a un grand écho à l'époque. Il y a des revues universitaires françaises qui sont à la mesure de la qualité de l'historiographie française, la revue de la Deuxième Guerre mondiale. Et je fais un double gros article sur la collaboration des élites, sur la collaboration bancaire. Je m'arrête à la collaboration bancaire, avec des fonds qui sont dans des fonds d'instruction, parce que ce sont des fonds de justice, des fonds d'instruction qui sont très précis sur la période de la guerre, avec, comme dans toute instruction judiciaire, toute une partie historique qui permet évidemment de se prononcer sur la réalité des faits. Alors, ça paraît. Le responsable de la revue me dit même, en 1986, le responsable de la revue me dit « Écoutez, ça m'a valu beaucoup de félicitations. En France, finalement, ça m'en vaut moins. » C'est-à-dire qu'on commence à dire publiquement que, voilà, j'ai une vision marxiste démodée des rapports entre l'État et le capital financier, que tout ça, c'est vraiment périmé, que ça n'est pas très sérieux. Mais ça, c'est une critique qui se développe dans les années 1990. Donc, les archives s'ouvrant un peu, ce sont des archives ouvertes, j'allais dire, à la personnalité choisie. Elles n'étaient pas ouvertes. C'est ce qu'on appelle de la dérogation particulière. Oui. Donc c'est déjà une inhibition à la liberté de recherche. Oui. Ça veut dire que la liberté du discours, du débat est aussi restreinte. Juste pour comprendre bien ce que vous dites. Donc le capital financier, en fait, se place au-dessus des gouvernements. Bien, très au-dessus. Très au-dessus des gouvernements durant la Deuxième Guerre mondiale, mais vous dites qu'en fait, c'était déjà avant, c'était déjà bien avant, et probablement, c'est aussi toujours le cas, et bien après. Donc je crois que c'est essentiel ce que vous dites, parce que j'avais récemment fait une émission avec un autre historien, le Suisse Daniel Ganser. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui. Et je trouve qu'il a écrit des ouvrages intéressants. Mais évidemment, lui, par exemple, il a un autre point de vue. Lui, il parle des rapports de force entre les nations
Et lui, il dit aussi qu'il est l'impérialisme, mais il ne distingue pas autant le capital financier que les gouvernements. Moi, je tirais notamment de Pierre Vilar la conviction que pour faire de l'histoire totale, il fallait partir de l'économie. Et puis en plus, j'étais marxiste, j'avais lu Le Capital à 20 ans, et j'avais été absolument convaincu qu'on ne peut rendre compte d'aucune réalité si on ne part pas de la base économique, de la propriété des moyens de production. Et ça, évidemment, ça m'a mis immédiatement en porte-à-faux, je dirais, avec l'ensemble de l'historiographie highly acclaimed, comme on dit. Oui, j'ai compris ça. Et c'est très clair dans ce que vous racontez. Et il faut dire aussi que pour moi, en tant qu'Allemand, entendre que vous êtes marxiste, que vous avez travaillé avec d'autres historiens qui ont été marxistes et tout ça, comment dire, ça fait bizarre pour les Allemands. Parce qu'ils connaissent... Pour nous, en Allemagne de l'Ouest, ça aurait signifié un rapprochement à l'ennemi direct. Et c'était tellement chargé de signifier politique que c'était lourd à même concevoir d'étudier ces théories. Et juste pour finir mon point, vous répondrez sur le même sujet. J'ai une deuxième question, mais je vous laisse répondre d'abord. Je nuancerai ce que vous dites parce que j'avais été très frappée et c'était une très grosse différence avec la situation historiographique française par le fait que, bien que ce que vous avancez soit exact, en Allemagne de l'Ouest, vous avez été durablement contraint à débattre de fait parce que l'autre côté, la DDR, avec ses historiens, et elle avait beaucoup d'historiens qui avaient travaillé tout de suite sur les archives de l'époque nazie, ces historiens avaient publié, alors évidemment une censure de fait s'établissait, parce qu'on peut dire, par exemple en France, personne ne connaît, ou presque, ne connaît les historiens de la DDR, mais forcément, dans les débats et les combats entre l'Allemagne occidentale et l'Allemagne orientale, ce débat, il a existé de fait en Allemagne occidentale. C'est-à-dire que les Allemands de l'Ouest, les historiens allemands de l'Ouest ont été obligés, par exemple, de réagir à tout ce que les historiens de DDR racontaient sur les rapports entre le capital financier et Hitler. Je vous donne un exemple. Chez nous, par exemple, en France, les thèses de Turner, d'Henry Turner, sur le fait que le nazisme n'a rien à voir avec le capital, que finalement le nazisme s'est développé à la faveur d'une espèce de chance, avec des lésés par l'évolution, la petite bourgeoisie, les petits employés qui payaient très cher pour aller participer aux meetings de NSDAP qui étaient très chers, comme ceux du Front National en France d'ailleurs. Et voilà, que c'était comme ça qu'ils étaient enrichis avec les laissés pour compte, en quelque sorte les laissés pour compte de la petite bourgeoisie. Et puis évidemment, c'est pas exactement ce que racontaient les historiens de RDA. Et les historiens ouest-allemands ont été quand même obligés de discuter plus que chez nous. Nous, je dirais qu'à partir des années 80 et surtout 90, il n'y a plus de discussion du tout. D'abord, ce débat économique, il était ignoré en France. Et si vous voulez, moi, je dirais que le contact entre le marxisme théorique, parce que j'avais lu beaucoup les auteurs marxistes, d'une part, et les archives, a été un contact quasiment explosif. C'est-à-dire que le marxisme m'avait donné le goût de l'examen du poids de l'économie dans la société, et je découvrais, en travaillant sur des archives jusque-là pas ouvertes, que c'était précisément le cas. Et mes collègues, par exemple, qui n'avaient pas d'archives, avaient développé une thèse, ils ont continué d'ailleurs, ils le disent toujours, ils avaient développé une thèse selon laquelle
finalement, toutes les classes, et en particulier les classes dirigeantes de l'économie, avaient été contraintes par ce qu'ils appelaient le collaborationnisme d'État, le collaborationnisme de Vichy. Mais moi, je découvrais dossier par dossier que Vichy n'avait contraint rien du tout. C'est-à-dire que je donne, évidemment, avec mes archives, je dirais des exemples spectaculaires de ça. J'en donne un d'ailleurs que j'évoquais hier dans une conférence à Berlin, qui est tout de même extraordinaire. C'est la Banque de France, c'est la direction privée de la Banque de France, de la Haute Banque française, qui décide de livrer l'or de la Banque nationale de Belgique, 200 tonnes qui ont été envoyées à la France pour protection, pour échapper à la mainmise allemande lors de l'occupation de la Belgique, naturellement prévue, était prévue depuis 10 ans au moins, et donc qui confie ça aux Français, et les Français, la Banque de France, décide de considérer que l'héritier logique de la Belgique, de la Banque nationale de Belgique, c'est la Reichsbank, puisque c'est la Reichsbank qui occupe la Belgique et par conséquent qui reprend l'héritage de la Banque nationale de Belgique et qui fait envoyer 200 tonnes d'or, ce qui ne s'est pas fait en un voyage, mais en une vingtaine de voyages, de l'Afrique de l'Ouest française, en passant par le Sahara, jusqu'à Marseille, qui fait envoyer ces 200 tonnes d'or à la Reichsbank. Il n'y a aucune obligation de Vichy. Mais ce que je découvre, c'est que... la banque, surtout, vous dites banque privée, Banque de France, précisez cela peut-être. Bien sûr, ça n'est pas une banque nationalisée. Voilà. Donc le mot est induit en erreur. Voilà, non, c'est une émanation de la très haute banque privée. Ce sont les très grandes banques que nous connaissons aujourd'hui, c'est la banque Lazare, c'est la banque Rothschild, c'est la banque Mirabeau, enfin ce sont toutes les banques connues aujourd'hui. C'est ça les régents de la Banque de France, plus les grands industriels. Par exemple, parmi les régents de la Banque de France figure le chef du comité des forces, c'est-à-dire de la sidérurgie française, François de Wendel. Et le gouvernement de la Banque de France est une émanation de cette très haute banque privée. C'est un peu un modèle qui ressemble au modèle des États-Unis, non? Oui. Parce que beaucoup de gens savent que la Réserve fédérale des États-Unis est dans les mains privées. Bien sûr. Et la France avait le même modèle. Mais je dirais que c'est la même chose, malgré des vêtements étatiques ou des apparences étatiques en Allemagne, où les 4D, elles sont l'équivalent, la Dresdner, la Darmstadt, etc., la Deutsche Bank sont l'équivalent de nos très grandes banques de la Banque de France. Ce gouvernement de la Banque de France, il est le gouvernement de la France. Ça explique d'ailleurs que dans un ouvrage plus tardif, dont je viens de faire une réédition augmentée, je parle au sens propre du terme, pas du tout au sens excessif, au sens propre du terme de dictature, tel qu'il est défini dans la conception de l'État de Marx et d'Engels. Je parle d'une dictature de la Banque de France, parce que qui est le dernier, je dirais en dernier ressort, le décisionnaire des gouvernements français, c'est la Banque de France. C'est-à-dire que la Banque de France, depuis le coup d'État de Bonaparte de 1799, fondé dans les 2 mois qui suivent, dans les 3 mois qui suivent, novembre 1799, le coup d'État, février 1800, la fondation de la Banque de France. C'est quoi la Banque de France? Ce sont les bailleurs de fonds du coup d'État. Et qu'est-ce que Bonaparte leur concède en échange de leur immense service, c'est-à-dire ceux qui ont permis de financer son coup d'État contre les structures parlementaires françaises, il leur donne la possibilité de gérer l'État. Pourquoi? Parce que l'État dépend des avances de la Banque de France. Si la Banque de France veut bien donner des avances à l'État
elle avancera à un état qui lui convient. Si l'état ne lui convient pas, elle n'avancera pas, elle ne fera pas ses avances. Ce qui n'arrive pas souvent, c'est rarissime. Comment la situation est-elle aujourd'hui? Elle est équivalente à ceci près que